Bonsoir à toutes et à tous, toujours un plaisir de vous retrouver devant vos différents écrans. Vous nous suivez à travers notre application Blue OTT. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes numériques, mais également sur les bouquets Canal+, Canal 356. Vous pouvez nous suivre sur TNT, sur Canal 102 ou également sur Easy 112. Nous sommes la télévision de l'éducation. Nous voici à ce nouveau numéro d'Éduc Soir. Éduc Soir qui a au sommaire, nous allons évoquer des cyberviolences. Alors, les propos que nous tenons à distance sur les différentes plateformes digitales. Comment la modernité, les nouvelles technologies de l'information et de la communication apportent les défis en gestion de la violence, même à distance. Mesdames, Messieurs, et à la place pour tout le monde, Éduc Soir, c'est parti, nous prenons la virgule. Question de recevoir sur ces plateaux l'invité de la soirée pour la suite de votre magazine. Un pas de plus avec vous. Un pas pour vous servir mieux qu'avant. Cette structure a pour objectif de soutenir les femmes et d'encadrer la jeunesse congolaise dans son ensemble. Éduc TV est sur Canal+. Tout le programme désormais en mieux, en clair et en direct sur le canal 356, 24 heures sur 24. Toutes nos équipes sont mobilisées. Éduc TV, une image, 1000 leçons. En direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, nous recevons pour vous Christian Moleka. Il est coordonnateur de la DIPOL, mais également coordonnateur de la plateforme Polyscope. Aujourd'hui, Politoscope, je vais dire. Aujourd'hui, nous le recevons sous cette casquette des gestionnaires de cette plateforme Politoscope. Bonsoir Christian Moleka. Bonsoir Dewar. Vous allez bien? Oui, très très bien, c'est bon. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, des nouvelles méthodes s'imposent pour prévenir et des fois même gérer même les conflits. Et là, nous vous recevons en tant que coordonnateur des Polyscope. Il s'agit de quoi tout justement? Le Politoscope est un outil que la DIPOL a lancé depuis 2024, mars 2024, pour ceux qui ne connaissent pas la DIPOL, sur les réseaux des politologues congolais, donc Dynamique des politologues, qui existe depuis le 30 juin 2012 et qui a lancé un outil, une plateforme de gestion du débat public en ligne et de sensibilisation sur la cyberviolence que nous appelons Politoscope. Politoscope, simplement pour dire un outil d'observation du débat public, parce que notre travail, c'est de suivre le débat public en ligne, notamment sur X, mais ensuite de suivre pour produire une forme de monitoring de la violence numérique exprimée dans le débat, mais pas uniquement pour monitorer, mais pour sensibiliser également sur cette violence-là. Nous sommes dans une société où la violence est banalisée. Quand on parle de violence numérique, on parle à la fois du discours de violence verbale, on parle des images. Nous sommes société de violence systémique parce que nous sommes société en guerre depuis pratiquement... Donc c'est une sous-branche de la structure ou c'est un produit de la DINAPOL. C'est un projet que la DIPOL a porté et qui est devenu comme un outil propre avec une équipe d'analystes. Nous avons 11 analystes qui travaillent dedans, un data analyst et un superviseur, 14 personnes, essentiellement des politologues et des jeunes juristes que nous avons recrutés depuis mars 2024 et qui travaillent de manière régulière plutôt, à monitorer le débat public en ligne sur X et à produire des rapports journaliers qu'on appelle daily reports et des rapports de fin de semaine qu'on appelle des weekly reports, qui cartographie la violence dans le débat public en RDC et qui travaille également à sensibiliser sur la question. Et vous avez pris part il y a quelques jours à l'atelier sur les défis et les perspectives des cybermenaces et aussi sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pourquoi on a tendance aujourd'hui de plus évoquer de la menace, mais qui devient cybermenace? L'atelier, nous l'avons organisé, si j'ai bonne mémoire, le 12 novembre, en partenariat avec la fondation Hans Seidel, qui a fait venir un expert allemand, le professeur Eric Ingeldorf, expert en sécurité numérique, qui est venu justement explorer comment le Congo se développait sur la question de la menace numérique, qui est une question mondiale, hein, c'est une question contemporaine, que les Allemands... Est-ce que nous sommes aussi exposés que ça? Est-ce que ça nous touche, ça nous affecte? Effectivement. Avec le niveau de la pénétration de l'outil Internet chez nous?
et ce que nous sommes exposés. C'est un regard assez intéressant. Beaucoup de Congolais pensent que nous n'avons pas assez de pénétration. Pourtant, nous sommes à 31%. Justement 31% de pénétration d'Internet au Congo depuis 2024. 31%, ça paraît banal, mais quand vous prenez à l'échelle de 100 millions de Congolais, 31%, c'est 30 millions de Congolais qui ont accès à Internet. Notre pénétration a été favorisée avec le développement des téléphonie mobile. Très bien. Nous, on n'a pas eu, comme en Europe, l'informatique par l'ordinateur. Nous avons accéléré par l'accès au téléphone et donc par le mobile. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 30 millions à peu près de Congolais qui ont accès à Internet. Mais quand vous dites 30 millions, pour nous, ça paraît banal. Mais 30 millions, c'est une grandeur d'État. Vous prenez nos pays voisins, le seul à faire 30 millions, c'est l'Angola. Donc tout le reste, Brazza, c'est moins de 15 millions. L'Ouganda, ça veut dire 30 millions, c'est 5 à 7 pays africains. C'est une proportion d'État, mais chez nous, nous ne voyons pas cette proportion-là à ce niveau-là. C'est énorme, 30 millions. Et quand vous ajoutez le fait que nous sommes un pays jeune, 64% des Congolais ont moins de 35 ans, ça veut dire les premiers à être sur Internet, c'est les jeunes, qui aujourd'hui s'informent par les réseaux sociaux, qui passent davantage leur temps devant le téléphone que devant les médias traditionnels. C'est un outil intéressant quand on veut suivre à la fois notre capacité à nous informer, mais à la fois notre capacité à débattre et à développer une culture citoyenne. Internet, c'est un nouvel espace démocratique. Et donc si, avec cette pénétration qui est croissante, nous sommes passés de 9% à 2019 à 31% en 2024. Ça veut dire d'ici à 2030, peut-être nous serons à 50%, c'est-à-dire 50 millions. Et si nous ne travaillons pas à donner aux gens les outils pour mieux maîtriser Internet, à mieux l'utiliser, nous parlons d'éducation aux médias, eh bien, nous aurons une jeunesse qui aura un outil qui n'est pas préparé à l'outil et qui sera exposé demain à ces formes de violence numérique. Alors, revenons sur l'atelier que vous étiez en train d'évoquer, qu'il y avait un Allemand qui est venu au pays juste pour nous faire comprendre l'importance de la gestion de l'outil, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Effectivement, l'atelier était, je dirais, un atelier de parterre d'experts. Autant on avait invité les professeurs allemands, autant on avait du côté congolais les experts du ministère du numérique, notamment Mme Olga Kavira, les experts de la police. Nous avons invité le commissaire principal Shiva Kisumpi. Même au niveau de la police, effectivement, il y a... Le numérique intervient. Beaucoup de Congolais ne savent pas, au sein de la police de notre pays, il y a, depuis la réforme, une direction nouvelles technologies, télévision et nouvelles technologies, qui a justement pour mission de lutter contre la cybercriminalité. Vous voyez, la télé avait pour but également de montrer l'expérience congolaise, notamment à travers la police et son département de télécommunications et numérique, du ministère du numérique et l'expérience allemande. J'ai envie de poser la question parce que vous avez participé. Est-ce que c'était fourni? La police a fourni quand même de quoi nous sommes capables de faire dans ces secteurs? Très fourni. Malheureusement, comme je dis, notre vrai défaut, notre vrai défi, c'est la communication, c'est l'éducation. Nous avons par exemple, je ne suis pas porte-parole de la police, mais nous avons au sein de la police un département qui peut nous aider à traquer les arnaques en ligne, qui peut nous aider à traquer les vols de téléphones, parce qu'ils ont tout un laboratoire numérique qui permet de traquer. Mais malheureusement, il n'y a peut-être pas assez de communication pour que les Congolais sachent qu'il y a au sein de la police et dans les services. Le but de la télé, c'était également ça, c'est de montrer à la fois comment au Congo nous travaillons à travers l'expérience nationale à avancer dans la cybercriminalité et comment nous pouvons confronter avec l'expérience extérieure, notamment allemande, pour voir où est-ce qu'eux ils ont progressé, où est-ce que nous avons encore du chemin à faire et comment on peut concilier les expériences d'ailleurs avec ce que nous tentons de construire chez nous et essayer d'avancer. Ce n'est pas un grand défi de vouloir déjà comparer ou se mettre au même diapason qu'un pays où la connexion Internet, où la pénétration de l'Internet est assez démocratisée, qu'un pays congolais, le Congo, qui a carrément beaucoup de défis dans ces domaines-là. Non, moi je ne crois pas. Moi je crois d'ailleurs qu'on gagne d'ailleurs en plus d'expérience en échangeant avec les autres. Le savoir, on l'apprend soit par innovation, soit par limitation. Et donc soit on regarde ce que les autres ont fait, pour s'en inspirer, soit on s'enferme soi-même en croyant inventer la roue, on n'inventera pas la roue. Donc si nous regardons les autres, c'est pour voir comment eux ils ont progressé, comment eux ils ont répondu aux mêmes menaces que nous avons. Par exemple, l'Internet c'est la territorialité. Quelqu'un peut être à Bruxelles, interagir sur X, sur le débat public congolais. Comment on capitalise les expériences faites ailleurs. L'Internet c'est également, je peux dire, la prise de contrôle des entités. On a vu en 2019 le site de la CENI frisé. Comment ailleurs on répond à ce genre de menaces? C'est également l'arnaque en ligne. Aujourd'hui, ceux qui sont sur des plateformes comme Facebook, vous voyez des gens qui prennent le contrôle de votre compte,
qui font l'usurpation d'identité. Ils commencent à publier des photos d'investissement en dollars. Beaucoup de Congolais souffrent de ça. Donc, comment ailleurs on a travaillé à éduquer la population, à faire de la prévention? Comment on peut renforcer l'État congolais en s'inspirant des expériences ailleurs? C'est ça le but de l'atelier, essayer de rapprocher. Nous, en tant que Politoscope, on n'a servi que de pont entre l'expérience extérieure et l'expérience congolaise, essayer de concilier la démarche. Alors, d'où même notre thématique, cyberviolence, la dénonciation généralisée s'impose. Est-ce que, partant de vos rapports, parce que ce n'est même pas l'observation, parce que vous servez de ça comme travail, Politoscope traque la violence sur la toile. C'est quelle forme de message que vous publiez? Seulement le message politique ou c'est tout le message qu'on retrouve sur votre outil des recherches de violence sur l'Internet? Le Politoscope sur les débats en ligne. De manière générale, le débat sur X. Même sportif? Tout le débat en ligne. Parce que nous ne sommes pas encore étendus à d'autres plateformes comme Facebook, comme TikTok. On a la prétention en 2025 de s'y étendre. Pour l'instant, on est essentiellement sur X. On parle de tout le débat en ligne. Donc nous suivons des comptes, plus de 1000 comptes Twitter sur X, regroupés en piliers. On a un pilier acteurs politiques, nous suivons les médias, nous suivons la société civile, nous suivons les influenceurs, nous suivons ce que nous appelons les acteurs locaux, c'est-à-dire des gens qui interagissent régulièrement dans le débat. Et ces 1000 comptes-là sont suivis de manière générale tous les jours, de 7h à 17h. Et à la fin de la journée, nous présentons la cartographie de toute la violence qui a été produite par le débat public, en termes d'injures, en termes de stigmatisation ethnique, en termes de discours de haine, de xénophobie, d'homophobie. Tout cela est regroupé et le rapport nous trace une forme de carte de ce que la violence chez nous. De manière assez récurrente, nos analystes peuvent le témoigner, les injures sont la forme première de violence numérique en RDC. Et dès l'instant où vous postez sur X parce que vous tenez un point de vue qui ne correspond pas à la partie adverse, le premier réflexe, c'est d'insulter. On a même fait un rapport sur les mots de la violence pour cartographier les mots qu'on utilise régulièrement pour insulter. Les rapports existent. Vous avez des tranches d'âge ou des tranches, des groupes professionnels qui utilisent ce genre de méthodes. Peut-être c'est des partisans d'un parti politique, la société civile, ou carrément des influenceurs qui ne maîtrisent pas aussi la contradiction. Hein. Même le propriétaire des comptes, il bloque aussi c'est un angle intéressant. Il y a des sphères à explorer. Nous n'avions pas voulu faire un travail de ciblage sur les personnes, pour ne pas donner le sentiment que nous suivons les personnes. Nous faisons le ciblage sur les mots, les violences. Et donc notre travail est davantage moins personnalisé, mais davantage catégorisé sur les violences produites. Et donc nous avons une cartographie sur les champs lexicaux, sur le lieu de l'expression de la violence, les lieux, les champs, les personnes qui subissent les plus, parce qu'on a fait un numéro sur les acteurs politiques. C'est une représentation nationale. Oui, parce que X il est national, X couvre tout le pays. Nous suivons les débats des acteurs, par exemple, qui sont en province, des médias qui sont en province, comme Mouchembero, qui couvre essentiellement la question des guerres. Nous avons des gens qui sont au Katanga, qui tweetent. C'est vrai qu'il y a une forme, je peux dire, d'angle mort. Vous prenez les provinces du nord de l'Équateur, vous prenez le Haut-Ouélé, le Bas-Ouélé, le Kwango, c'est des provinces qui, sur le numérique, ne sont pas très présents. Et donc, les débats tournent essentiellement, d'ailleurs, là, il y a le Kinshasa, Congo central. Le lieu à la montrer, c'est Kinshasa, donc le pôle Kinshasa, un peu le Congo central, le Katanga. Le Nord Kivu, Sud Kivu, et un peu le Kasaï qui est de plus en plus présent. Donc en termes de cartographie, il y a des zones qui sont un peu, je peux dire, qui sont un peu en angle mort sur le numérique. Ça se comprend. Si vous suivez également comment la fibre s'est déployée avec la triangulation, ça épouse ce sud-est du pays. C'était bien étudié en fonction des utilisateurs, sûrement. Alors, nous revenons sur votre participation à la télé sur les défis et perspectives des cybermenaces et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Votre rapport, vous avez dit que vous avez carrément fourni les différents rapports que vous avez palpés, que vous avez même sourcés vous-même, parce que c'est votre travail, et nous voulons comprendre l'apport de la police, vous avez évoqué l'apport de l'Allemand qui est un étranger avec son apport pour la RDC. Maintenant, qu'a été l'apport de votre structure qui est portée par DIPOL? Donc nous avions comme Politoscope présenté notre travail de monitoring, notamment de la cybermenace. Parce que lorsqu'on parle de cybermenace,
on a tendance à mettre, c'est vrai, l'accent sur l'usurpation d'identité, sur l'hameçonnage, le phishing, à mettre l'accent sur la prise des contrôles des objets antiques. Nous, notre travail comme Politoscope, nous mettons l'accent sur la désinformation, qui est également une cybermenace dans un monde où l'information est un enjeu stratégique. Le contrôle de l'information ou de la production de l'information est un enjeu important. Pour un pays comme le Congo, qui est en guerre, le contrôle de l'information ou de la régulation de l'information est très importante. Et donc, quand vous assistez à la désinformation de manière régulière, c'est une menace à la fois pour le débat public, à la fois pour le contrôle stratégique. Et nous avons présenté nos différents rapports sur la désinformation. Nous avons présenté nos rapports sur l'usurpation d'identité. Si vous allez, par exemple, sur X, vous avez des officiels. Nous sommes dans le ministère de l'Éducation, mais vous avez par exemple le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, qui a 2 faux comptes en son nom, sur X, qui existent. Il y a le compte officiel du ministre, il y a 2 faux comptes en son nom. Il y a un compte officiel de la Première Dame. Il ne dénonce pas lui aussi publiquement? Je ne sais pas si les services dénoncent. Il y a un compte officiel de la Première Dame, il y a 2 faux comptes de la Première Dame. Qu'on appelle ces parodies. Actuellement, il y a des comptes parodies. Pas compte parodie, compte Patrick Muyaya, qui existe, qui poste, qui publie. Il y a un faux compte sur la police nationale, il y a un faux compte sur les FARDC, il y a énormément de faux... Surtout les comptes de la SNEL, Régis Dozo, qui passe pour un amusement en ligne, mais pratiquement il le fait... Oui, mais quand vous avez maintenant une population qui n'a pas un sens critique assez formé, qu'on ne travaille pas à la vigilance numérique, qu'on ne travaille pas à un sens critique pour savoir critiquer la source de l'information, vous avez une opinion qui peut accepter de telles publications parce qu'on a usurpé une identité, parce qu'on s'est l'approprié. Moi, par exemple, je connais beaucoup de gens qui ont connu des boires sur des comptes Facebook avec une ancienne première dame qui vous demande des fonds d'argent, ou Samuel Eto'o, qui est beaucoup utilisé généralement pour faire l'arnaque en ligne. Mais ce sont des choses qui sont des menaces. Et quand vous n'avez pas une population qui est suffisamment informée sur l'arnaque en ligne, par exemple, un type qui vous dit, voilà, je suis au Bénin, j'ai des ordinateurs à vous donner, je suis au Canada. Je suis au Canada. Beaucoup de gens sont tombés dans l'arnaque en ligne. Ils se sont fait escroquer. Ce sont des menaces. On banalise parce qu'on ne mesure pas la portée, mais énormément des Congolais qui sont exposés à cela. Ajoutez au fait que lorsqu'on parle de la menace en ligne, la menace, c'est aussi la menace sur la cohésion nationale. Le discours de haine, le hate speech, mais participe à dissocier les Congolais, participe à fragiliser le vivre ensemble. Et ça, c'est une menace nationale importante. Mais si nous ne prenons pas en compte que le discours tel qu'il est déployé sur le numérique peut demain se transformer en violence réelle, parce qu'on peut passer de la violence virtuelle en violence réelle, eh bien, nous travaillons nous-mêmes à déstructurer les vivre ensemble, à déstructurer l'État national par une violence banalisée dans les réseaux. Et donc, c'est une menace. Et nous, quand nous travaillons à mettre ça en valeur, c'est pour dire que la menace est bien réelle, que ça ne semble pas intéresser pour l'instant un plus grand nombre de gens, c'est vrai, mais c'est une question qu'il faut prendre au sérieux, parce qu'avec notre population jeune, avec cette pénétration qui est déjà à 30%, d'ici à 2050, peut-être, on aura une pénétration à 60%. Et nous aurons donc un vrai défi sur la maîtrise des antiques dans le débat public au Congo. Et qu'en pensez-vous de ceux qui disent et confirment que la légalisation ou les cadres réglementaires de ces secteurs est arrivé en retard et que le mal était tellement profond? Bon, c'est discutable. Dans tout le pays du monde, les faits précèdent le droit. On a toujours un fait social qui existe, qui frustre, qui énerve, et ensuite on met en place le cadre pour régler les faits. Le code numérique arrive pratiquement 20 ans après que l'Internet soit... Effectivement, c'est très difficile de précéder les faits. Donc oui, on a un code qui est venu après, mais le vrai défi aujourd'hui, c'est est-ce que les Congolais connaissent le code? Est-ce qu'il y a un travail d'éducation aux médias? Est-ce qu'il y a un travail aux sensibilisations sur le numérique? Nous avons un ministère du numérique qui certes, pose des actes, mais il faut aller plus loin dans la communication pour que les Congolais connaissent à la fois leurs responsabilités lorsqu'ils sont en ligne, les risques auxquels ils sont soumis lorsqu'ils utilisent des mots violents, lorsqu'ils font des posts, tout ça. Donc c'est un travail d'éducation, et je vous remercie de me donner la possibilité de parler aux Congolais, qu'il y a un travail d'éducation aux médias et d'éducation à la citoyenneté numérique. Parce que là, sur la ligne, on est citoyen. Numérique. Oui, on est citoyen. Ailleurs, on parle d'e-citoyenneté. Lorsqu'on est en ligne, on est citoyen. C'est un espace public, c'est vrai. Donc, c'est un espace de liberté, mais un espace public. Et donc, il y a une forme de citoyenneté à développer en ligne. Qui n'est pas aussi réglementée, c'est ça le mal. Oui, chacun est libre. Hein. Nous avons une loi de la communication qui est arrivée en 2002. Nous avons un code numérique qui est arrivé récemment,
qui a besoin d'être vulgarisé, qui a besoin d'être suffisamment disséminé pour que le Congolais s'en approprie. On a un vrai problème de culture numérique, parce qu'on a un outil qu'on nous a donné sans nous donner le mot d'emploi. Le mot d'usage. Il faut un travail d'éducation au numérique, donc une éducation aux médias, qui doit accompagner cela. Et dans une société jeune, où on a beaucoup de priorités, où parfois les ressources sont limitées, l'État a des priorités, d'autres priorités qui font que peut-être la numérique n'est pas encore pour lui une priorité de base. Mais il faut faire ce travail-là en synergie. C'est un challenge énorme dans un pays aussi grand. Comment maintenant vous intervenez dans les débats politiques, plutôt, dans les débats publics? Est-ce que votre compte, vous avez aussi des comptes qui recadrent, qui rappellent au bon sens, au civisme dans votre pratique, ou vous vous limitez juste à observer? Au niveau du Politoscope, nous avions une démarche, je dirais une démarche triple. La première démarche, c'était de mettre en place l'outil, de monitorer et d'avoir une base de données factuelle. Aujourd'hui, 7 mois après, nous avons une base de données factuelle sur le débat public congolais, sur la cartographie de la violence numérique, sur les lieux, si le mot, la cartographie existe. Maintenant, nous avons commencé une phase de sensibilisation. Nous avons organisé au mois de juin, avec des acteurs de la société civile, un atelier de validation d'un plan de plaidoyer vis-à-vis des acteurs politiques qui existent. La coalition se met en place. Nous avons travaillé au mois d'août avec la MONUSCO, d'ailleurs 2 fois, sur la désinformation, avec l'ISP Gombe. Nous sommes en train de discuter avec des établissements scolaires pour faire un travail d'éducation en milieu scolaire. Nous sommes également travaillé avec certaines universités pour faire le même travail en milieu universitaire. Donc il y a une démarche qui se met en place. Concernant la question posée, si nous pensons nous limiter au rapport, non. Nous avons dans notre tiroir, je crois qu'on va présenter d'ici là, un baromètre. Très bien. Le baromètre du débat public qui sera lancé, si tout marche bien, en 2025, qui permettra de mesurer la parole publique, notamment des acteurs, pour leur dire, attention, là, vous sortez de ce qui est convenable et vous allez vers l'inacceptable. C'est d'ailleurs pour ça que le plaidoyer servira à préparer les acteurs politiques notamment, à leur présenter le baromètre, la démarche que nous voulons mettre en œuvre, non pas pour censurer, mais pour, en quelque sorte, comment je peux... Alerter. Alerter, voilà, avoir un outil d'alerte qui leur dit, attention là, vous devez dépasser le tolérable, vous allez vers un discours dangereux. Eh bien, si prenons l'exemple avec les cours et tribunaux, malgré des sanctions, malgré des peines sur le discours des haines, des discours de violence, des discours de stigmatisation, n'arrivent pas à freiner l'élan qu'a pris actuellement les discours haineux. Comment, par des dénonciations ou par la publication des baromètres, peut réduire carrément ces genres de discours sur l'espace public? Nous sommes société civile. En tant que société civile, nous devons faire un travail d'éducation, de sensibilisation, de plaidoyer, donc de prévention. Mais le travail de répression est un travail d'État. Vous avez posé la question sur nos plateformes. Nous sommes sur X, nous sommes sur Facebook, nous avons une chaîne WhatsApp, Politoscope RDC. Nous sommes également sur TikTok. Nous sommes pratiquement sur toutes les plateformes numériques. On peut nous retrouver Politoscope RDC. Mais notre travail à nous, c'est un travail de sensibilisation, d'éducation et de prévention. Okay. Le travail de répression, c'est un travail d'État. Oui, c'est ce que je me pose autrement. Comment vous trouvez la réaction en face? Parce que vous amenez une nouvelle matière, qu'on se les dise, une modernité. Comment vous trouvez les partenaires en face? Les partenaires publics principalement. Comment ils coopèrent? Bon, les nouvelles technologies sont nouvelles pour tout le monde, y compris pour la classe politique. Voilà. Beaucoup de nos acteurs politiques ont rencontré les NTIC en cours de leur parcours. Donc il y a à la fois un besoin d'adaptation aux nouvelles NTIC, d'inculturation pour qu'ils en maîtrisent les conséquences, mais également de prise, je dirais, de prise en charge en termes de politique publique. Nous avons peu d'acteurs politiques qui sont dans ces politiques du numérique. Il faut ils utilisent pour manipuler aussi. Ils sont utilisateurs, mais ils n'ont pas de politique publique ou des projets de politique publique de gestion numérique. Déjà, dans nos partis politiques, ce n'est pas une question très présente. Donc, il faut déjà travailler pour en faire une préoccupation politique, pour en faire une question de politique publique par les acteurs majeurs, pour qu'ils en comprennent l'intérêt et la portée, ou pour qu'ils portent en termes de politique publique. Ça, c'est de un. De deux, nos acteurs politiques ont eux-mêmes un vrai challenge. C'est que très peu ont un contenu programmatique à proposer comme une offre politique. Et donc, ils tombent eux-mêmes dans les raccourcis qui peuvent être des attaques personnalisées,
des mots violents, un discours de mobilisateur à caractère ethnique, puisqu'il y a un fond qui est l'absence d'un programme politique. Et donc, le vrai défi, c'est également d'amener les acteurs à comprendre qu'on peut mobiliser la société à travers un projet, et pas par des raccourcis comme un discours de haine, comme un discours ethnique, qui est une trame beaucoup utilisée en politique au Congo, et qui malheureusement entretient cette forme de violence du discours. Et donc, si eux-mêmes ne se remettent pas en question sur la capacité à construire un projet, un discours, un élément mobilisateur qui ne soit pas une trame ethnique ou une trame de discours populiste, eh bien, nous n'arriverons pas à les amener à se remettre en question. Donc, il y a un vrai défi de remise en question des acteurs politiques. C'est une question qui ne se fera pas du jour au lendemain, ce n'est pas une baguette. C'est des procédés, c'est des process qu'il faut remettre en question, c'est des mécanismes d'interrogation de ce qu'est la politique qu'il faut remettre en question. Il y a un problème d'État en termes de régulation, en termes d'éducation aux médias. Il y a un problème de société en termes de culture numérique. Et nous, en tant que société civile, ce que l'on peut faire, c'est travailler sur la culture, c'est conscientiser les acteurs et pousser l'État à aller vers des réformes nécessaires. Alors là, vous allez garder peut-être l'alignement parce que je vais entrer un peu dans le secret de Politoscope. Est-ce que vous est déjà arrivé de saisir une personnalité lui disant « Écoutez, selon notre rapport, nous avons trouvé que vous avez assez... vous êtes allé au-delà de vos limites, essayez de réduire ou essayez de mettre un peu de l'eau dans votre vin ». Ben déjà, vous nous volez les mots. Je dis qu'au mois de juin, on a mis en place un atelier de validation d'une stratégie de plaidoyer vers les acteurs politiques. Ce plaidoyer, en principe, devait commencer au mois d'octobre. Mais pour des raisons techniques, nous sommes en train un peu de le repousser. Ça pourra commencer peut-être au début de l'année prochaine. Nous avons un plaidoyer qui se met vis-à-vis des acteurs politiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont les premiers producteurs du discours politique. Et donc, indirectement, de la violence du débat public. Nous avons fait une étude sur la brutalité du discours politique. Où nous avons montré que les acteurs politiques sont à la fois eux-mêmes producteurs, mais également victimes de la violence. Les rapports existent. Mais comment tu peux être auteur en même temps que tu es victime? Oui, mais parce que lorsqu'ils postent, ils tweetent, ils subissent également de la violence. Autant eux, dans leur discours... dans les réactions, de l'opinion. Lui aussi. Autant eux, dans leur discours, ils peuvent faire de la violence. Autant dans les commentaires, dans les interactions, eux aussi subissent la violence. Et il y a une agressivité dans les débats qui fait que, par exemple, quand vous faites un post sur une question politique majeure, eh bien, les interactions, parfois, sont plus virulentes que votre propre poste. Surtout si c'est en opposition de votre propre position. Effectivement. Et donc, ils sont à la fois acteurs, mais également victimes. Voilà d'ailleurs pour ça que notre projet de plaidoyer s'appelait Tous Victimes, parce qu'ils sont eux-mêmes acteurs du discours de violence, mais ils sont également victimes. Et donc, s'ils prennent conscience qu'ils sont également eux-mêmes victimes de la violence, peut-être qu'ils pourraient changer la manière de faire la chose. Donc, il y a une démarche qui se met en place. Nous allons lancer à partir de janvier vis-à-vis des acteurs politiques. Lorsque nous avons produit le rapport, par exemple, sur la violence vis-à-vis des acteurs politiques, nous l'avons envoyé à quelques partis politiques. Il y a des partis politiques qui ont réagi. Je ne peux pas citer les noms ici. Des partis qui ont réagi, qui ont dit « Christian, ce que vous dites est intéressant. Moi, par exemple, comme acteur politique, je ne tweete plus. » Parce qu'à chaque fois que je tweete, on m'insulte du matin au soir. Oh là là. Donc ça m'est devenu difficile d'interagir parce que c'est violent. Mais ils entravent aussi, vous ne risquez pas aussi d'entraver la communication? Nous avons besoin de tout ça pour communiquer, pour informer et éduquer aussi. Non, nous on n'entrave pas, mais nous aidons plutôt à avoir un débat sain. S'il y a des acteurs aujourd'hui qui ont peur de parler, parce que l'espace public devient pour eux une zone de guerre. Des guerres, alors des guerres. Carrément, ils ne supportent pas la contradiction aussi. Mais parce qu'en fait, le problème, c'est cela. C'est-à-dire, pourquoi on ne supporte pas la contradiction? Ça veut dire que dès le départ, on n'a pas intériorisé que Internet est un espace démocratique et qu'il y a des valeurs comme la tolérance, la circulation des idées, l'acceptation mutuelle, qui doivent être des vertus. Donc, lorsqu'on a perdu ces valeurs démocratiques, qui sont les fondements du débat public, eh bien, on tombe dans l'intolérance, la radicalité, l'intransigeance. Dès l'instant que quelqu'un donne un point de vue qui ne correspond pas à ma manière de voir, je rejette et la personne et les idées. Alors pour nous, la violence numérique, c'est justement un indicateur à la fois de la radicalité du débat public, de la brutalité, mais également du recul des valeurs démocratiques dans les débats publics. Alors si nous prenons conscience comme société qu'il y a un vrai recul des valeurs démocratiques dans les débats publics, à savoir intolérance, radicalité, brutalité, et que ce n'est pas normal d'avoir un tel type de débat, qu'il faut travailler avec toutes les parties prenantes, à savoir les producteurs du débat, les politiques, les médias,
les consommateurs de médias, mais également producteurs, les citoyens, pour avoir un débat public plus sain, c'est notre démocratie qu'on va améliorer. Christian Mondo, coordonnateur des DIPOL, et aussi vous parlez sur ces plateaux des politoscopes. Quel avenir pour Politoscope? Bon, déjà, ce qu'il faut signaler, c'est que Politoscope est une idée congolaise, c'est une invention congolaise. C'est le premier outil en Afrique centrale. C'est purement... C'est congolais, ce sont des jeunes congolais, des politologues congolais qui l'ont créé. C'est d'ailleurs le premier outil en Afrique centrale qui existe pour monitorer la violence numérique. Il y a un politoscope qui existe en Angleterre. Mais le politoscope britannique sert à suivre le trend, les opinions publiques dans le débat. C'est le premier outil qui suit la violence numérique, qui fait de la prévention sur des conflits et qui fait de la prévention sur la violence en ligne et éventuellement sur les vivre ensemble. C'est une expérience que l'on peut exporter dans la sous-région. Vous devenez carrément l'exemple, le modèle africain. Nous avons tendance à ne pas parler du success story congolais. Il y a des choses que nous avons inventées au Congo, dont nous avons à être fiers et que nous devons exporter ailleurs. Parce qu'il y a énormément de gens qui viennent vers nous, qui nous posent la question, des étrangers. Voilà. Comment vous avez fait ça au Congo? Comment vous êtes inspiré pour le créer? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vous ai parlé des Allemands qui sont venus voir comment des Congolais, des politologues, des jeunes Congolais ont inventé un modèle, mais qui à ce stade ne bénéficie pas de soutien public, qui travaillent, c'est des maigres moyens des organisations que nous avons. Donc nous avons besoin d'un accompagnement public. Nous avons présenté l'outil au pouvoir public, je l'ai présenté au CESAC, je l'ai présenté au ministre de la Télécommunication. Ça ne va pas réduire votre liberté de mouvement et votre indépendance? Tout dépend de ce que nous appelons partenariat. Nous, par exemple, nous avons besoin de parler de ça en milieu scolaire. Nous sommes au ministère de l'EPST. Nous avons besoin de parler aux jeunes qui sont les futurs utilisateurs du NTIC. C'est-à-dire ceux qui ont 16 ans aujourd'hui, qui auront 18 ans demain, qui sont utilisateurs du téléphone, doivent être éduqués. Prenons un exemple simple, parce qu'on parle de cyberviolence. Les gens ne savent pas que la sextorsion est une violence numérique. Le sextape, cette banalisation de prendre une vidéo, de mettre en ligne et d'exposer une personne, une amie, une copine, parce qu'on n'est pas d'accord avec elle, est une violence numérique. Et que ça conduit parfois à des formes d'exclusion sociale, voire même des suicides. Mais comment nous banalisons au Congo le fait, en milieu scolaire par exemple, de voir des jeunes qui se filment nus, qui partagent? Comment nous éduquons nos enfants à mieux utiliser le téléphone portable? Ça, on peut le faire avec les PST. Et quand nous le faisons, nous ne réduisons en rien notre autonomie. Nous travaillons en partenariat pour parler aux élèves sur comment vous éduquer au NTIC, comment utiliser Internet à des bons fins, comment Internet peut t'aider à développer tes capacités scolaires, à accéder à des bons sources d'informations et ne pas tomber dans les sex-porn, dans la sextorsion. Aujourd'hui, c'est banal, par exemple, au Congo, lorsque vous circulez et qu'il y a un événement à côté, de filmer et de mettre en ligne. Nous voyons des gens banaliser le fait de filmer la violence. Mais comment nous éduquons les plus jeunes à utiliser les téléphones à des bonnes finalités? Ce sont des choses qu'on peut faire ensemble avec l'État, en des partenariats stratégiques. Donc nous sommes ouverts à des partenariats qui ne remettent pas en cause notre autonomie, qui ne remettent pas en cause Vous allez définir carrément notre façon de faire les choses. Nous sommes société civile, mais qui nous permet de toucher un plus grand nombre. Parce que comme je le dis, nous sommes un pays jeune, et ce sont les jeunes qui sont les plus exposés. Si nous voulons toucher un plus grand nombre, il faut aller vers des synergies. Christian Dombo-Moleka, coordonnateur de DIPOL et coordonnateur de l'outil Politoscope. Merci d'avoir été le nôtre. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, pour votre attention soutenue. Nous vous retrouvons demain pour un nouveau numéro d'Éduc-Soir. D'entre-temps, retrouvez la grande édition du journal des Jordi Kengaoui et restez toujours fidèles sur nos programmes. Au revoir.